Dossier, corps étranger ou implant? Enlèvement et implant par Gilda Bourdet. Supposé enlèvement à bord d'OVNI. Jusqu'à la fin des années 70, il n'y avait encore que quelques cas connus d'enlèvement, connus mais sans preuve décisive de leur réalité, et l'on ne pensait pas qu'il puisse y en avoir beaucoup d'autres. L'un des tout premiers cas, celui d'Antonio Villaboa, avait eu lieu au Brésil en 1957, les autres apparaissant surtout aux États-Unis. Rappelons les principaux: Betty et Barney en 1961, divulgué seulement en 1966, le policier Schirmer en 1967, Hickson et Parker en 1973, Carl Higdon en 1974, le jeune bûcheron Travis Walton en 1975, et enfin la remarquable histoire de Betty Andreasson, s'étalant sur de nombreuses années, avec premier livre en 1979. Mais voilà que les choses changent au tournant des années 80. Un premier livre de BUDD Hopkins, Missing Time, Le temps manquant, paraît en 1981, sur des cas d'enlèvement supposés, révélés en grande partie sous hypnose, alors que le témoin se rappelait seulement d'un trou inexpliqué dans son emploi du temps. Hopkins est un artiste new-yorkais d'excellent niveau, et non pas un artiste commercial, comme l'a raconté Jacques Vallée, qui s'est intéressé aux ovnis après en avoir observé un lui-même. Ce premier livre était suivi d'un autre en 1987, Intrudé, encore plus impressionnant, qui paraissait presque en même temps que le premier livre de l'écrivain à succès Vitless Tribé sur le même sujet, Communion, un best-seller immédiat avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. Sa couverture popularisait la figure de l'extraterrestre à grands yeux noirs, à la peau grise et au menton pointu, qui est devenu célèbre sous l'appellation de gris ou petit gris. Les Français ne se sont pas rendus compte tout de suite de ce choc culturel américain car, sur la version française du livre, publié à la sauvette comme roman de gare, cette tête inquiétante, ressemblant à un diable, avait été remplacée par un dessin insignifiant. Le livre de Stribé est passé tout à fait inaperçu dans notre pays, de même que le premier livre de BUDD Hopkins, traduit 14 ans après l'édition originale, sous le titre ronflant Enlèvement extraterrestre. Les témoins parlent, édition du Rocher, 1995, qui fut passé quasiment sous silence dans les médias. Le deuxième livre d'Hopkins, Intrudé, non traduit en français, est très important car il osait parler pour la première fois de manipulation génétique et de fabrication d'enfants hybrides. Un thème inquiétant au possible, qui n'a pas manqué de susciter une violente et durable controverse aux États-Unis. De nombreux autres cas ont fait surface depuis, au point que le phénomène a commencé à ressembler à une épidémie au cours des années 90. Ces récits, souvent révélés sous hypnose, ont suscité des critiques de toutes sortes, certains accusant notamment les hypnothérapeutes d'influencer malhonnêtement les témoins, et même ces derniers d'être des déséquilibrés avides de publicité. Pourtant, un examen objectif du dossier, tel que l'ont fait des chercheurs compétents, nous oblige à prendre très au sérieux cet aspect inquiétant du phénomène OVNI. Inquiétant, certes, mais aussi fascinant car il a ouvert ces dernières années des perspectives, qui rapprochent singulièrement ces récits des expériences de sortie du corps et proche de la mort, les fameuses NDE, Near Death Experience, dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Le Figaro Magazine du 15 avril 2000 leur consacrait un dossier intitulé L'explosion du paranormal, qui posait la question: et si c'était vrai? Peut-être les journalistes français vont-ils commencer à se poser la même question au sujet des ovnis et de ce phénomène des enlèvements? Il faut bien reconnaître que les preuves concrètes et irréfutables du phénomène des enlèvements n'ont pas encore pu être réunies. Cependant, il y a de nombreux indices de cette réalité, tels que des traces au sol, des marques sur le corps, et surtout, à présent des implants qui ont été extraits du corps des enlevés. C'est le docteur Roger Lair, qui est devenu depuis 1995 le spécialiste de ce type d'opération aux États-Unis. Que penser de cette affaire d'implant, par Simone Bruni, coordinatrice du FOCOM? Le docteur Jacques Costagliola, d'une part, et Gilda Bourdet, d'autre part, nous proposent chacun un article que nous publions, bien que la relation entre implant et OVNI n'ait pas encore été établie jusqu'ici. Dans les deux cas, il s'agit d'une note de lecture du livre du docteur Lair, d'Alien and de Scalpel, publié par l'ONI, National Institute for Discovery Science. Alors que J. Costagliola rapporte les résultats d'un point de vue médical, G. Bourdet, avec son talent reconnu d'écrivain ufologue, fait le point sur la question des implants. Ni rappelle toutefois que ce n'est pas, parce qu'il publie un tel livre, qu'il assume la responsabilité du contenu, qui reste à la charge de son auteur. Ufocom s'associe à cette mise en garde. Cependant, l'ensemble des faits relatés par le docteur Lair sont hautement intrigants et c'est à chacun de se forger sa propre opinion en fonction de ses propres convictions. Afin que la publication des diagrammes de rayons X soit plus claire que celle présentée dans le livre, nous avons demandé au docteur Lair de nous fournir une copie grandeur nature des diagrammes.
Le docteur Lair a répondu rapidement à notre demande, ce qui plaide en sa faveur. Vous pouvez ainsi prendre connaissance du rapport du laboratoire New Mexico Tech, qui a effectué des analyses d'échantillons d'implants. Les techniques rapportées sont celles habituellement utilisées dans de tels laboratoires, que l'on peut difficilement soupçonner de tricherie. Les diagrammes justifiant les conditions expérimentales, et les résultats sont reproduits. Résumé du rapport, publié par l'ONI, des analyses métallurgiques des échantillons. L'échantillon T1,2 a une forme d'aiguille, avec un cœur de fer prédominant, enrobé d'une couche non conductrice, gris-noir foncé. Cette couche superficielle est composée de Fe, Ca, P, Cl et très probablement d'éléments plus légers, comme du carbone ou de l'oxygène. L'analyse de phase par diffraction des rayons X n'a pas été absolument concluante du fait de la très petite taille de l'échantillon. Cependant le diagramme obtenu suggère la présence probable de 4 phases: apatite, phosphate de calcium Sa2Fe, PO4, 2H, de l'eau, goethite, hydroxyde de fer O, phosphure de fer Fe4 et oxyde phosphorique P2O, 5. La structure microscopique du cœur, observée au microscope optique après décapage et polissage, semble être un alliage riche en fer avec d'importantes quantités de carbone, probablement sous forme de carbure de fer. Le fer est probablement sous la forme alpha avec un empilement cubique face centré, puisque les échantillons sont magnétiques. La dureté de ce cœur est très élevée, au voisinage de celle d'acier à haute teneur en carbone. L'échantillon T3 est un mélange très complexe de matériaux. Alors que le cœur interne est supposé semblable à celui de T1,2, la partie externe est constituée d'une combinaison de nombreux éléments et phases différents, selon l'emplacement, dans l'échantillon, du prélèvement. En majorité, le revêtement est le même que celui de T1,2. Cependant, on observe parfois une substance qui a l'apparence d'écaille, et qui est composée de Fe, Cu, Ni, Al, et Sn. L'alliage constituant le revêtement pourrait, donc avoir été oxydé du fait de l'absence de peinture protectrice. L'échantillon T3D était apparemment une sorte de tronçon du matériau constituant le revêtement amorphe, minéral avec un cœur non métallique, comme en témoigne sa très faible densité, et l'absence de magnétisme. Rappelons les symboles chimiques. A égale à aluminium, C égale à calcium, Cl égale à chlore, Cu égale à cuivre, Fe égale à fer, O égale à oxygène, P égale à phosphore, Sn égale à étain. Lorsque vous aurez pris connaissance des articles de J. Costagliola et G. Bourdet, n'hésitez pas à nous faire part de votre opinion. À condition qu'elle soit écrite dans un français correct, et avec votre autorisation, nous publierons votre réponse, en conservant votre anonymat si vous le souhaitez. Nous envisageons d'ouvrir une rubrique débat pour permettre de conserver une trace des discussions constructives. C'est grâce à cette diversité d'opinions que nous progresserons dans nos recherches. Cependant, avant de formuler des critiques, je ne peux que vous encourager à lire le livre d'Alien et de Scalpel, afin de vous forger par vous-mêmes une opinion objective.